Bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans ce webinaire éducatif. Ce soir, pour la première fois de l'histoire de Self-Invest, si je ne me trompe pas, nous accueillons Eric Seban. Donc, ravi de t'accueillir, Eric, pour cette première session. La première d'une peut-être longue aventure, j'espère. Et donc ce soir, pour ce premier webinaire d'introduction, tu souhaitais nous parler de espèce de dualité entre le trading discrétionnaire et le trading systématique. Oui, exactement, parce que c'est un sujet qui n'est pas souvent traité, il me semble, et surtout c'est un sujet qui me semble assez récurrent dans l'appréciation qu'en ont les gens. C'est-à-dire que par trading discrétionnaire et trading systématique, on va surtout comprendre un mode de fonctionnement, un comportement, une méthode de travail, qu'elle soit sur du très court terme ou sur du long terme. Ça ne change rien, c'est une façon de prendre des décisions, c'est une façon d'agir à partir de décisions qu'on aura prises. Et moi, je fais du coaching depuis longtemps et j'ai vu très souvent des gens interviennent de façon systématique, interviennent de façon discrétionnaire et sans le savoir, sans comprendre ce qu'ils faisaient. Donc, à mon avis, il était intéressant de poser les bases de ces deux fonctionnements-là et de voir quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages et les inconvénients des deux d'ailleurs, de manière à y voir clair et justement peut-être pour ceux qui sont là, de comprendre en fait leur façon d'intervenir et de voir si justement il y a des choses qui vont résonner par rapport à leur expérience et peut-être ainsi de chercher à modifier certaines choses une fois qu'ils auront bien compris le fonctionnement. Donc on va expliquer d'abord le fonctionnement, on verra quel type d'analyse on utilise, on verra également deux exemples, enfin un exemple et sa continuité pour voir donc une ouverture de position et une gestion de position avec les deux modes, avec les deux approches, puis on fera bien sûr avantage, inconvénient, une conclusion, puis après s'il y a des questions, ce sera avec plaisir. Je vous précise que, alors évidemment tout ça c'est pas très lisible, je peux le faire parce que j'ai un document qui me permet de le faire, mais je vous ai préparé une page avec laquelle vous allez avoir vous pourrez télécharger le détail de chaque slide. J'ai morcelé tout ça, donc vous allez pouvoir le télécharger si ça vous dit a posteriori. Donc je mets dans le chat le lien. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Bon, on va voir. Voilà, donc on va commencer par justement ce qui différence et convergence entre le trading discrétionnaire et le trading systématique. Le trading discrétionnaire, avant toute chose, c'est un processus qui est intuitif. Lorsqu'on va traiter de façon discrétionnaire, on va utiliser des éléments qui sont de l'ordre du réflexe, de l'intuition, on pense, on croit que ci, que ça, et on va, sans chercher plus loin, prendre des décisions. Alors, sans chercher plus loin parce qu'en fait, on a l'habitude de faire comme ça. Ça devient intuitif quand on a de l'expérience, et puis on va prendre en considération des éléments comme les news, évidemment, les news très récentes, voire même les news à venir dans quelques minutes ou quelques heures suivant l'heure, des news plus macro, micro, évidemment, plus récentes et plus anciennes. On va prendre en considération évidemment une lecture des graphiques, surtout si on est dans une approche chartiste, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire les frais d'une approche chartiste et technique. L'analyse fondamentale, elle viendra surtout lorsqu'on va traiter les actions, peut-être également pour avoir une vue macro, mais ce n'est pas quelque chose qui va permettre de pouvoir prendre à un instant T, au moment de la publication d'une news par exemple. C'est difficile de prendre une décision parce qu'on sait très bien, je pense que tout le monde a déjà pu expérimenter quelque chose d'assez fréquent sur les marchés depuis quelques années. À une époque, lorsque les news étaient bonnes, alors le marché montait. Et puis, quand elles étaient mauvaises, il descendait, bien sûr. Mais depuis les quantitative easing, on a pu voir que tout ça avait beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des décisions qui étaient prises et des décisions, par exemple, de politique monétaire, alors qu'ils faisaient les affaires des uns et pas celles des autres. Ou bien on pouvait avoir tout simplement des nouvelles qui étaient très mauvaises et voir le marché monter. Et puis des bonnes nouvelles et le marché baisser. Alors, par exemple, ça pouvait dire les nouvelles sont bonnes, l'inflation est moins élevée,
ou bien, je ne sais pas, n'importe quelle autre nouvelle, et puis les marchés prennent la nouvelle très très mal, parce qu'en effet, ben, voilà, on va réduire la quantité de monnaie en circulation sur les marchés, donc ça veut dire que bon, ben, voilà, la Fed va être un petit peu moins facile, l'argent va coûter plus cher à emprunter, et ainsi de suite. Donc, des bonnes nouvelles sur le plan de macro, pour les traders, ce n'est pas forcément bon. Donc ça, et de toute façon, on ne pourra jamais anticiper la réaction. C'est pour ça que les news sont compliquées à traiter. Certains arrivent à traiter les news. Moi, je ne sais pas tellement comment ils font, parce qu'en définitive, une fois, ce n'est pas la news qui est importante, c'est comment le marché prend la news. Et donc, ben, ça, on le voit dans les graphiques. Donc, on est obligé d'attendre un petit peu. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose d'instantané. En plus, il existe des procédés qui permettent aussi, pour certaines grandes banques, certaines salles de trading, d'avoir certaines news légèrement en avance des autres. Ça devient assez compliqué de prendre ces éléments en considération pour essayer d'avoir un avantage. Parce que sur les marchés, il faut un avantage. Il faut un ou plusieurs avantages. Si vous ne développez pas un avantage, qu'il soit technique, comportemental, peu importe, il vous faut un avantage pour gagner sur la durée. Il vous faut des processus. Voilà. Qu'ils soient intuitifs, qu'ils soient mécaniques, ça, on va voir un peu la différence, mais il vous faut impérativement une base solide. Alors, les news, ok, très bien, mais pas les news dans 10 minutes. Le chômage américain, bon, non. On peut avoir envie d'avoir cette news arrivée parce qu'on veut un peu de volatilité, parce qu'on va travailler justement de façon très scalping. Et souvent, dans le scalping, on a le discrétionnaire qui intervient pour une partie, mais pas en tout cas faire quelque chose de la news. Le comportement des prix, donc l'analyse chartiste évidemment, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et puis l'expérience en trading discrétionnaire, c'est hyper important, c'est même totalement essentiel. On ne peut pas faire du discrétionnaire sans avoir de l'expérience. L'expérience des opérations qu'on a déjà faites, du comportement des prix. Et puis quand je parle d'une expérience, c'est les opérations anciennes, répétées, qui vont développer justement une compétence dans la reconnaissance de quelque chose de très spécifique, souvent de très court terme, ou bien dans l'analyse des graphiques, parce que finalement, il y a toujours une part d'intuitif dans une analyse chartiste. On va y revenir. Et puis, c'est les opérations récentes. Hein, c'est aussi l'intuitif, c'est souvent lié à l'émotion. Hein, il y a aussi ça qui vient perturber d'une certaine façon ces processus. Donc, les opérations récentes qui ont été effectuées, est-ce qu'on les a effectuées avec du succès, moins de succès? Bon, dans quel mood, finalement, dans quel état d'esprit on se situe à ce moment précis? Donc, un intuitif qui va finalement être un peu à géométrie variable en fonction de ce qui vient de se passer, de ce qui s'est passé il y a longtemps, ce qui vient de se passer, et probablement des opérations suivantes. Alors que si on prend le trading systématique, c'est totalement différent. On va avoir un processus qui va être mécanique, essentiellement mécanique et toujours mécanique. La part de discrétionnaire qu'on va laisser là-dedans, ça va être la part qu'on va laisser pour l'analyse chartiste. Voilà, je regarde des graphiques, je vois des points hauts, des points bas, je vois des pullbacks, je vois des réactions qui sont comme ci, qui sont comme ça. Alors on peut aussi avoir une approche qui est totalement systématique dans l'analyse des graphiques. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai développé ma méthode. De cette manière-là, on va laisser très peu de place pour le discrétionnaire. Parce que, bon, je pense que vous l'avez légèrement compris, je suis plutôt du côté des systématiques plutôt que des discrétionnaires. Donc, je suis plus dans des processus essentiellement mécaniques. J'ai essayé de mécaniser énormément mes interventions de manière à finalement laisser peu de place pour le discrétionnaire. Pas que j'y crois pas, parce que je l'ai beaucoup pratiqué. Figurez-vous, il y a 15 ans, c'était comme ça qu'on travaillait. On travaillait essentiellement avec des décisions qui étaient prises de façon discrétionnaire. Mais il y a des choses qui ont changé. Les marchés ont beaucoup changé depuis. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est la montée en puissance des produits dérivés. Et avec la montée en puissance des produits dérivés et les contraintes qui vont avec les produits dérivés, notamment tout ce qui est lié aux effets de levier, aux effets de couverture, aux effets de marge, là, vous avez eu des gestions qui se sont mis à être faites par des algorithmes, des algos d'arbitrage qui sont très présents dans les marchés. Donc, on s'est retrouvé comme ça avec les copains qui ont traité à l'époque, où on se retrouvait à enquiller des opérations, on faisait de très bonnes journées, et puis voilà, on enquillait, je sais pas, 10-15 trades, et puis on se faisait traîner par un algo sur un trade, hop, on perdait tout, c'était fini, on perdait nos repères. Ce qu'il vous faut essentiellement en trading, c'est des repères. Alors qu'ils soient, encore une fois, basés sur un processus mécanique ou intuitif, il faut des repères. Et puis, à un moment, les repères, ils peuvent bouger, ils vont bouger, les marchés évoluent et il faut vous-même évoluer. Donc, avant, j'étais plutôt du côté du discrétionnaire, mais parce que je n'avais pas non plus aussi une méthode systématique. Là aussi, c'est peut-être pour ça. Parce qu'on verra que ça a quand même pas mal d'avantages d'être dans des processus mécaniques et en étant justement, qui permet justement d'avoir un comportement
trading systématique. Donc, on a un processus de négociation qui est totalement mécanique. On a des probabilités qui sont documentées, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir mis ça par hasard pour pouvoir se reposer, avoir confiance sur un système de trading. Il vous faut impérativement avoir la donnée qui va pouvoir établir, forger une confiance. Donc, il vous faut des probabilités documentées, c'est-à-dire qu'il vous faut de la data. Il faut beaucoup de data, il vous faut du backtest, et il faut que ce backtest soit justement la résultante d'un processus qui soit extrêmement mécanique, de manière à ce que vous n'ayez pas des tiroirs. Il ne faut pas que vous disiez, bah, tiens, là, je pouvais prendre l'opportunité, ah ben là, c'est la même, je pouvais la prendre, ça finit par une perte, mais en fait, non, peut-être là, voilà, on peut considérer ci ou ça. Non, si vous faites comme ça, c'est mort. Il faut absolument quelque chose qui soit, bah, c'est blanc ou c'est noir. Les cases sont cochées, on y va, qu'est-ce que ça donne? Il manque une case, on n'y va pas, et ainsi de suite. Et de cette manière, regarder loin dans le passé et voir ce que ça donne, en étant systématique, mécanique, sans tenir compte des news, sans tenir compte de l'humeur, en étant le plus focus possible sur le processus et en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Donc, lorsque on va prendre les éléments pour bien opérer de façon systématique, on va prendre un élément hyper important, c'est l'importance de ne pas hésiter. Je ne dois pas hésiter. Lorsque j'ai un processus de mécanique, lorsque j'interviens de façon systématique, à chaque fois qu'une opportunité ou des opportunités cochent toutes les cases, je ne peux pas me permettre de douter en fonction du contexte. Je comprends que par rapport à ce backtest que j'ai fait et les résultats qui en découlent, c'est avec les résultats qu'on décide d'adopter telle ou telle façon de travailler, eh bien, je comprends bien sûr que pour avoir le résultat du backtest, il faut que je prenne toutes les opportunités. Et comme la distribution des gains et des pertes est totalement aléatoire, on ne peut pas évidemment savoir ce qui va se passer. Et donc, là, on n'a pas le choix en fait. Il faut être absolument non hésitant, systématique, c'est ne pas hésiter. Hésiter, c'est une erreur. C'est potentiellement une perte que vous allez éviter. Mais si vous avez des probabilités qui sont bien documentées, qui sont dans votre faveur, c'est surtout probablement un gain que vous allez éviter. Donc, il ne faut pas redouter la perte en trading. Le gagner en trading, c'est essentiellement un jeu de gagnant intelligent, le trading. Donc, ce n'est pas de gagner, parce que gagner, vous jetez une pièce en l'air, finalement, on peut tout à fait gagner en jetant une pièce en l'air, ce n'est pas la question. La question n'est pas tellement de savoir comment vous gagnez, c'est la question de savoir c'est comment vous perdez. Comment vous perdez, est-ce que vous perdez intelligemment ou pas? Et de ce fait, est-ce que vous avez une bonne rémunération du risque que vous prenez? Et est-ce qu'in fine, une fois que c'est constaté, tout ça, une fois que vous avez, dans un processus mécanique, vous avez toujours des étapes de préparation de vos opérations dans lesquelles vous allez avoir une checklist avec les différents éléments qui vous permettent d'entrer, évidemment une quantification du risque maximum que vous allez prendre, avec ensuite dans votre scénario différentes évolutions. Le scénario, c'est ce que vous jouez, puis ensuite vous allez utiliser des stratégies, des plans pour pouvoir travailler ces scénarios. Eh bien, vous allez avoir des variantes qui vont permettre, par exemple, d'avoir des messages d'invalidation, des confirmations d'invalidation que vous allez sortir. Si jamais ça part en cacahuète, vous avez le stop qui vous protège. Bref, vous avez au départ des paramètres qui sont établis, notamment en haut de la liste, le risque maximum que vous autorisez parce qu'il est raisonnable par rapport à votre capital, est raisonnable si jamais cette perte se produit. J'entends par là le stop de protection activé, le scénario du pire, parce qu'avant ça, il y a quand même des invalidations de scénario qui permettent de sortir avec une perte moins importante. Et si jamais ça se produit, ben, voilà, vous restez avec quel capital et est-ce que vous pouvez encore vous en sortir? Donc, il faut que ce soit raisonnable. Tout ça, c'est connu avant. Mais après, c'est le résultat final de l'opération qui va vous indiquer finalement sur qu'est-ce que votre stratégie vous laisse. C'est-à-dire que les mécaniques de départ sont là pour vous protéger, elles sont là pour répondre à un scénario que vous devez jouer, et à la fin, vous devez constater les résultats. Donc, en fait, vous avez un risque qui est supposé au départ, vous avez un risque qui est constaté à la fin. Donc, quand vous avez pris une perte, eh bien, vous pouvez la mettre en regard de ce que vous avez gagné. Et donc, faire le ratio entre les gains et les pertes est très important, parce que souvent, on se focalise sur le taux de réussite. Mais le taux de réussite, c'est un élément. C'est important d'avoir un taux de réussite qui soit relativement élevé, mais ce n'est pas le seul élément. Si vous êtes uniquement basé sur le taux de réussite, là, c'est mal barré, parce que ce n'est pas parce que vous avez un taux de réussite à 80% de vos opérations que vous allez gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous faites une grosse perte et que vous faites même deux grosses pertes ou une grosse perte et 9 gains petits, à la fin, vous êtes avec 9 transactions sur 10, 90% de taux de réussite, et puis vous perdez de l'argent. Donc, comment on rémunère le risque qui est pris? Ce risque qui doit être raisonnable et qui est quantifié dès le départ, c'est important. On constate après et on voit combien les opérations rapportent par rapport à ce qu'elles perdent. Parce qu'encore une fois, je répète, c'est la maîtrise de la perte qui est importante. Donc, importance de ne pas hésiter parce qu'on a des statistiques qui sont documentées. On sait qu'on a un avantage mathématique, le ratio gain-perte, un avantage statistique, le taux de réussite.
on y va, on sait qu'on doit pense que chaque opération est potentiellement un gain. Il y a des pertes, ok, c'est géré. Ça fait partie du processus. Et donc, notre idée au départ, lorsqu'on est avec un processus de trading mécanique, c'est d'avoir un comportement qui soit parfaitement systématique. Ça veut dire qu'on comprend l'importance de ne pas hésiter, d'aller à chaque fois sur chaque opportunité qui coche toutes les cases et de se focaliser sur une exécution du plan avec le maximum de précision. Parce qu'à la fin, c'est que ça. Si vous êtes en confiance, vous n'allez pas hésiter. Et si vous n'hésitez pas, alors vous allez vous rapprocher le plus possible, le plus près possible de l'idéal, en fait, de ce que la stratégie peut vous livrer à partir du moment où vous faites peu d'erreurs. Et on fait tous des erreurs. J'en suis le premier exemple, évidemment, parce que en fonction de votre façon de travailler, eh bien, voilà, on fait des erreurs d'exécution, ne serait-ce que se tromper dans des chiffres, ça arrive tout le temps. J'ai vu dans la liste quelqu'un que je connais, qui s'appelle Patrick, ici, là, et qui me connaît bien et qui sait que je fais des erreurs. Bref, donc qu'est-ce qu'on utilise comme type d'analyse lorsqu'on a une approche discrétionnaire ou une approche mécanique? En fait, on utilise les mêmes. I read